Je répondis sur le fait que l'homme ne vit pas sans médiation avec la nature, sans médiation avec son environnement, et c'est là où il y a le rôle du designer, à mon avis, et qu'on le trouve, il est très présent dans cette médiation-là, c'est-à-dire de agencer, penser l'interaction entre l'homme et son environnement artificiel, naturel. Et cela me ramène à un autre mot-clé, hyperobjet, qui a été en fait le titre, le concept proposé par Timothy Morton, un philosophe anglais, que d'ailleurs la Cité du Design, les éditions, ils ont traduit cet ouvrage. Et avec ce concept, je pense, on s'approche justement à cette complexité, de complexifier justement nos approches modernes, et qui implique aussi en fait une pensée pour dire pas seulement nous n'avons jamais été modernes, mais aussi le tout est toujours plus petit que ses parties. Bon, alors moi comme je vais être plus courte que Michel, je vais prendre la parole d'abord, parce que cette notion d'hyperobjet, pour moi, n'est pas simple. Voilà, du tout. Donc, alors, je ne sais pas d'ailleurs si le livre est transmis, mais je crois que vous pouvez partager ce livre aussi de Morton. Bon, l'hyperobjet, c'est moi ce que j'en comprends. C'est ce qui, d'abord, valide un petit peu ce qu'on a dit déjà, et donc ça, c'est de fait très important, la question de ce que, je crois même que c'est le terme qu'il utilise, de l'inséparation, de l'inséparé. Nous ne sommes pas des particules élémentaires, il n'y a pas d'isolat, nous avons fait tout un laïus sur l'interdépendance du vivant, etc. Mais l'inséparé, c'est au-delà de simplement l'inséparé entre le vivant. C'est là où il y a un inséparé plus global avec, bien évidemment... alors, cet inséparé peut renvoyer d'ailleurs à tout ce système des médiations qui sont nécessaires pour construire un monde. Bon. Chez Morton, je crois qu'il y a tout de même, mais peut-être que je me trompe, dans cette notion, moi c'est ce que je vois, dans cette notion d'hyperobjet, et qui me pose problème, c'est comme si, enfin c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est-à-dire comme si l'artificialisation qui est la nôtre aujourd'hui, ou la production d'artefacts qui sont les nôtres aujourd'hui, sont arrivés à ce point qu'ils produisent des objets qui ne permettent plus de faire tenir le monde ensemble. Et donc, vous avez un retournement, si j'ose dire, où même vous avez une vocation, et c'est ce qu'aurait pu dire un Gunther Anders, avec la honte prométhéenne, quand il a posé ce concept de honte prométhéenne, et qui voulait simplement dire que l'homme, maintenant, produisait une technique qui, précisément, ne était plus forte que lui, et donc il n'avait plus la main sur cette technique, et donc nous n'étions pas dans, comme tout à l'heure a dit Michel, vers un univers de la maîtrise, mais précisément vers un univers de la démaîtrise, ou de la sous-maîtrise, ou de la soumission, si on veut pousser plus loin. Et dans l'hyperobjet, il y a quelque chose aujourd'hui, mais peut-être que je me trompe, qui met toujours en faillite l'humanisme de l'homme, comme si cet objet avait comme une vocation, pas d'humiliation, mais voilà, comme si ça se retournait. Nous avons méprisé l'inséparé, et bien de toute façon, l'inséparé n'est pas méprisable. Il n'est ni méprisable, ni maîtrisable, si vous voulez. Et donc, il nous demande d'inventer autre chose. Et donc, résultat, se crée un hyperobjet visqueux,
dit Morton, visqueux, c'est-à-dire ça nous colle et ça nous empêche de produire aussi un agir, de nous empêche de produire une sublimation, tout en nous engluant dans quelque chose qui de toute façon fait que nous n'arrivons plus à produire une construction et un habitat aussi. Donc c'est comme si les hyper-objets qui étaient en présence, parce que par exemple, ils posent comme hyper-objet, pour vous montrer que ça va assez loin, le réchauffement climatique. Voilà, il dit l'hyper-objet, voilà, c'est le réchauffement climatique. Pas simple d'attraper cette idée, parce que nous, en philosophie, on dirait pas ça. On dirait pas c'est un hyper-objet. On dirait c'est une lame de fond, on dirait c'est un seuil paradigmatique, c'est quelque chose qui... alors l'inséparé, c'est pour ça que l'inséparé me va bien. C'est systémique, c'est une conscientisation forte de l'interdépendance, voilà ce qu'on dirait. Mais on ne viendrait pas en même temps le poser comme hyper-objet. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi il va chercher ce terme d'objet, parce que bien évidemment ça doit interpeller le sujet que nous sommes, et en quoi ça nous déstabilise dans notre même production d'agents, de sujets-agents. Et en même temps on voit très bien que hyper-objet, ce n'est plus un objet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune fonction de stabilisation du monde. Quand vous regardez la définition des objets chez un Simondon ou chez Hannah Arendt, les objets ont un rôle de pérennisation de ce monde aussi, une fonction de stabilisation du monde, et notamment du monde commun. Là, précisément, ce qui est posé avec l'hyper-objet, c'est que ce n'est plus possible de poser cette objectivation-là qui vient aussi créer une stabilisation. Oui, je partage ce que tu viens de dire. Alors c'est un peu vache de nous proposer hyper-objet comme mot, parce que avant c'était du billard, avec anthropisation et artificialisation. Bon, hyper-objet c'est compliqué d'abord parce que c'est un concept ou un pseudo-concept d'un auteur vivant. Donc il faut se méfier quand on dit du mal d'un auteur vivant. C'est mieux de dire du mal d'un auteur mort. Mais non, je dis pas de mal de Morton, que j'apprécie bien. Il faut quand même se rappeler que Morton n'est pas un philosophe. C'est quelqu'un qui vient de la théorie littéraire. Et de la théorie littéraire de langue anglaise. Ce qui est encore autre chose, parce qu'il y a des traditions nationales de théorie littéraire qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est un auteur très inventif, très créatif, et on doit lui en être reconnaissant. Mais c'est aussi un auteur très complexe à comprendre, que ce soit en anglais ou dans les quelques traductions françaises qui existent, parce que c'est extrêmement, pour le coup, entrelacé et foisonnant. Et de surcroît, c'est un auteur qui, par choix, aime à perdre ses lecteurs, aime à brouiller les pistes. Ce qui explique d'ailleurs que le concept d'hyper-objet est souvent le siège d'interprétations complètement erronées, et ce qui explique sans doute sa popularité. C'est sans doute pour ça que les designers peuvent trouver que c'est un concept suffisamment important pour qu'on puisse traduire le livre à la Cité du Design. Mais vous savez, c'est ce qui arrive toujours à certains concepts, c'est-à-dire les concepts échappent à leurs concepteurs, heureusement. J'ai eu l'occasion de discuter avec Marc Auger assez souvent de son concept de non-lieu. Et Marc Auger expliquait à quel point il était décontenancé de voir comment la communauté, par exemple, des architectes, des designers et des urbanistes prenait son concept de non-lieu, c'est-à-dire tout simplement à l'opposé de ce qu'il voulait dire. Bon, c'est comme ça. Lui, il le regrettait. Morton, je ne suis pas sûr qu'il le regrette. Ce que dit Morton dans Hyper-objet est néanmoins intéressant, tu l'as évoqué, parce que il renvoie à sa volonté d'interroger des réalités qui excèdent la circonscription. C'est-à-dire, en gros, un des critères majeurs de l'hyper-objectivité chez Morton, et c'est souvent assez peu remarqué, on met souvent en avant l'inséparabilité, la viscosité.
Bon, moi, quand j'essaye d'expliquer à mes étudiants ce qu'est la viscosité chez Timothy Morton, je leur prends une image que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est, je crois, dans Vol 714 pour Sydney de Tintin. Vous savez, le capitaine Haddock, à un moment, prend un sparadrap comme ça, et un sparadrap qui colle, il essaye ensuite de le décoller et de le remettre, et puis il a toujours le sparadrap qui est au bout de son doigt, il n'arrive pas à s'en séparer. Donc je dis, voilà, ça c'est la viscosité mortonienne. En général, ça marche assez bien comme métaphore. Hein. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser de métaphore pour commenter Morton, qui lui-même utilise tout le temps des métaphores, donc c'est fair play. Mais il y a un autre critère qui est peut-être plus important chez Morton, c'est le critère de non-localité. Alors évidemment, là, ça intéresse le géographe, et à mon sens, c'est là où Morton a tort. C'est-à-dire, Morton fait le pari que les hyperobjets sont inséparables, visqueux, mais surtout non localisables. Moi, je prétends au contraire que la caractéristique du monde mondialisé dans lequel nous vivons, c'est que les hyperobjets sont évidemment globaux, mais sont aussi hyperlocaux. C'est-à-dire, je pense, à rebours de ce que dit Morton, qui n'est pas assez géographe, parce qu'il n'observe pas assez, qu'il n'y a jamais eu autant d'importance à la localité. C'est-à-dire que la question de la localisation des réalités qui nous dépassent et avec lesquelles nous nous relions, cette question devient de plus en plus importante. Ce qui m'a fait écrire un livre qui s'appelait justement « Hyperlieu », pour insister sur l'hyperlocalité du moment contemporain. La deuxième chose qui me gêne, et c'est une manière de compléter ce qui a été dit tout à l'heure sur la citation de votre architecte, qui me met un peu dans l'embarras. Et je ne sais pas ce que tu en penserais, Cynthia. Je crois que tu as déjà un peu indiqué des choses qui iraient dans mon sens. Si nous voulons insister sur la relationnalité, sur l'interdépendance, ce qui est nécessaire et ce qui est très important, et que le concept d'hyperobjet, dans une certaine mesure, permet, même si je ne suis pas d'accord avec son absence de localité, pour une raison que je vais réexpliquer d'une autre façon. Il n'en reste pas moins que pour postuler l'interdépendance, il faut postuler l'existence d'une intériorité et d'une intégrité. Vous ne pouvez pas être interdépendant si vous n'avez pas d'intériorité. Si vous n'avez pas d'intégrité d'entité. L'intériorité, c'est simplement l'intégrité d'une entité. Une cellule, ça a une intégrité. Un arbre, ça a une intégrité. Comme jadis Roger Caillois, ce philosophe oublié aujourd'hui, nous avait montré dans ce livre incroyable sur les pierres qu'une pierre, un minéral, ça avait une intégrité objectale. Un être humain, ça a une intégrité, une intériorité. D'ailleurs, Sloterdijk, dans Sphère, part de l'idée que justement l'importance de ce génie climatique, de ce design climatique, c'est lié au fait que designer le climat, c'est designer ce qu'il appelle une intériorité. Ça n'est qu'à partir du moment où une intériorité est posée qu'on peut entreprendre de comprendre comment elle se lie inséparablement à d'autres réalités qui ne sont pas évanescentes, qui ne sont pas flottantes, qui ne sont pas dans l'éther de l'hyperobjet, mais qui sont tout simplement des intériorités, des intégrités mises en lien. Et d'ailleurs, c'est si vrai dans le vivant que le concept d'intégrité est complètement couplé, et là aussi c'est une intuition de Sloterdijk, est complètement couplé à l'immunité. Dans une phrase célèbre, Sloterdijk dit « Le propre de la philosophie, c'est de rendre le système immunitaire explicite ». Phrase extrêmement énigmatique quand on la découvre. On se dit « Mais qu'est-ce qu'il veut dire ?» Eh bien, pour Sloterdijk, le système immunitaire, c'est tout ce qui permet à des entités de définir leur intégrité et leur relation avec l'extérieur, leur relation d'immunité avec l'extérieur. L'immunité, c'est qu'est-ce qui me permet de me séparer des autres? Qu'est-ce qui me permet de gérer l'intrusion des autres? Qu'est-ce qui me permet de gérer mon extériorisation vers les autres? Nous savons que le système immunitaire est fondamental pour le vivant et pour sa défense. Mais le système immunitaire, il est aussi fondamental pour l'évolution des sociétés et des cultures. Et donc Sloterdijk avait raison. Donc, voilà pourquoi le concept d'hyperobjet m'intéresse et me gêne à la fois. Il m'intéresse dans ce qui nous permet de nous renvoyer vers des dimensions qui ne sont pas les dimensions circonscrites.
Il nous permet d'interroger l'inséparabilité, il nous permet d'interroger la viscosité, l'adhésion, l'adhérence, comme on voudra. Mais il me gêne s'il oublie au passage ce que nous devons à la localité, ce que nous devons aussi à cette circonscription dont nous devons évidemment aussi parfois nous libérer, et ce que nous devons à l'intégrité, voire à l'immunité. Il n'y a pas de relationnalité sans dialogue entre un intérieur et un extérieur. Ça n'est pas concevable, j'allais dire même presque philosophiquement et conceptuellement. Enfin. De fait, sinon il n'y aurait pas relation. S'il y a relation, c'est qu'il y a altérité. Donc cette altérité, à un moment donné, elle fait que on voit très bien que la notion d'hyperobjet, elle vient fracasser la notion de limite, de frontière, etc. La question, c'est est-ce que la notion d'hyperobjet finit par nier cela, ou est-ce qu'elle interroge le fait que nous produisons aujourd'hui des mondes qui mettent en danger précisément cette membrane-là de différenciation? J'ai pas la réponse. Et sincèrement, quand on lit Morton, j'ai pas la réponse, parce que parfois on a l'impression qu'il fait un signe pour dénoncer, et puis parfois on a basculé dans un autre système. Ce que je trouve intéressant en revanche, comme toujours, quand on crée des concepts, c'est que hyperobjet, on parlait de Sloterdijk. Bon, alors Sloterdijk, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que la sphère, c'est l'antithèse de l'hyperobjet, si on veut être un peu court. La sphère, c'est précisément, vous avez tous cette trilogie, je crois que c'est une trilogie maintenant, Sphère, où Sloterdijk nous explique comment, d'une certaine manière, l'homme a constitué son humanisme en créant des habitats, et notamment des sphères, si on veut dire de façon très très schématique. Pardonnez-moi, mais c'est juste pour que vous saisissiez. C'est-à-dire précisément la production d'un artefact qui produit de la cohérence. Cohérence physique, mentale, spirituelle, religieuse, etc. Et d'ailleurs, le premier grand mouvement sphérique, c'est cette idée que nous sommes dans un cosmos qui est fini aujourd'hui, mais les premières civilisations, voilà, nous sommes dans un cosmos, et vous avez un phénomène comme ça, l'individu, puis l'individu est lui-même, c'est très grec, hein, à l'intérieur d'une cité qui fait un tout, et puis cette cité est elle-même à l'intérieur de ceci et de cela, etc., etc. Bon, l'hyperobjet, c'est ce qui casse ça. Et de fait, ça fait longtemps que, en gros, nous avons compris que, au minimum, la sphère est trouée, pour le dire gentiment. Bon. Mais que la sphère soit trouée, ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'il n'y a pas de dedans et de dehors. Résolument pas. Ça ne veut pas dire que, précisément, produire un geste d'humanisme, etc., c'est voir comment on maintient ce système d'immunité, pour reprendre un terme chez Sloterdijk. Et comment le design, comment la philosophie nous aide demain à produire cette aura immunitaire, j'utilise le terme d'aura volontairement pour dire que voilà, que c'est pas circonscrit, que ce n'est pas que c'est vraiment une relation, donc c'est une dynamique, que c'est pas simplement un objet, c'est pas que simplement dans un lieu. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui nous sommes dans de l'hyperlocal, mais nous n'arrivons plus de toute façon à vivre l'hyperlocal si nous ne sommes pas reliés au cloud. Là aussi, je vais très vite un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à habiter notre espace ici et maintenant sans vivre, sans être multiscalaire, sans vivre, mais je parle même au niveau de nos perceptions, de nos imaginaires. Nous avons besoin, pour nous tenir ici et maintenant, d'être dans le virtuel, d'être dans cette espèce d'ubiquité, d'être, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, ce qui m'intéresse de revenir sur l'idée de hyperobjet, c'est tout simplement de revenir sur la notion d'objet. Parce que, bien évidemment, moi qui travaille sur le sujet, ça m'intéresse d'autant plus, et qui suis psychanalyste, vous savez très bien que chez les psychanalystes, la clinique des objets, c'est fondamental. Les objets sont transactionnels, les objets sont transférentiels. Voilà, il n'y a absolument pas les objets sont manquants. Il y a l'objet petit a, etc., etc. Enfin, je veux dire, la psychanalyse a été précisément, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de la coupler au design, a été une compréhension de
quel type d'objet, avec quel type d'objet je constitue un sujet, hein, et encore une fois, et avec quel type d'objet je produis, encore une fois, nous produisons une cohérence ou une immunité, pour montrer que, si vous voulez, cohérence, c'est peut-être encore trop fermé. Une immunité, tout simplement pour permettre un vivre ensemble, mais qui est bien au-delà de la sphère humaine. Oui, je suis d'accord, et c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire sur le mot objet dans hyperobjet, puisque chez Morton, assez souvent, les objets dont il parle ont comme caractéristique de n'être pas des objets, justement, au sens où tu les as définis. Bon, alors on vous a recommandé là, de lire Timothy Morton et Peter Sloterdijk. Donc Sloterdijk, c'est 3 volumes, presque 2000 pages. Timothy Morton, c'est plus petit. Les deux sont d'une simplicité modérée. Donc, vous achetez du Doliprane en même temps, hein, pour les maux de tête, et prévoyez quand même de longues vacances. Mais les deux sont des penseurs très intéressants. Je pense que Sloterdijk est plus cohérent au bout du compte et plus systématique que Timothy Morton, parce qu'il est plus philosophe. Et effectivement, ils sont tous les deux sur des visions assez différentes, parce que Sloterdijk pense que la vie humaine se compose à partir de la sphère, à partir justement de l'intégrité. Donc, il en donne plein d'exemples, le cosmos, mais aussi l'utérus, etc. Mais il rajoute que la sphère est une intégrité toujours à minima dyadique, c'est-à-dire qu'elle est toujours en lien avec au minimum une autre. Donc c'est aussi une pensée de la relation, à travers justement la conceptualisation de l'immunité comme manière aussi de décrire une économie relationnelle. Et c'est assez juste. L'immunité, c'est une économie relationnelle. Qu'est-ce que j'accepte de voir entrer? Qu'est-ce que je décide de faire sortir? Vous voyez, c'est assez fort, et ça a une valeur à la fois philosophique, juridique, politique, culturelle, biologique. Par ailleurs, pour moi, le plus grand volume de la trilogie de Sloterdijk, je ne sais pas ce que tu en penserais, c'est le volume qui est consacré à l'écume, qui est peut-être le plus proche des préoccupations d'un géographe. Et c'est intéressant, la métaphore conceptuelle de l'écume chez Sloterdijk est utilisée pour dire, mais finalement, la vie, la société humaine, si l'on devait faire image de ce que c'est une écume. Qu'est-ce qu'une écume? C'est quand on met de l'air dans de l'eau, par exemple. Qu'est-ce qu'une écume? C'est une série de bulles où, à proprement parler, chaque bulle peut être évidemment isolée, artificiellement, mais en réalité, quand on regarde de près, où est l'intérieur, où est l'extérieur? Où est l'englobant, où est l'englobé? C'est très compliqué de le savoir, n'est-ce pas? Ça prouve la complexité des économies relationnelles, qui font que ce qui est englobé un jour devient englobant dans le même mouvement. Et puis l'écume, et c'est là où on pourrait peut-être faire des liens entre Morton et Sloterdijk, l'écume, c'est aussi le principe d'adhérence, c'est aussi le principe de viscosité, c'est aussi le fait que les bulles, elles adhèrent. Ça doit donc nous pousser peut-être aussi à réviser notre conception de la limite, qui est un grand objet philosophique, enfin un grand concept philosophique et un grand objet social et aussi une culture importante. Qu'est-ce que c'est que la limite entre des entités interdépendantes, implacablement interdépendantes, mais qui ont pour autant leur intégrité? Et là, je vais prendre un détour complet, c'est-à-dire je vais faire référence à d'autres travaux, mais dans un univers complètement différent, les travaux d'un anthropologue, un grand anthropologue français du moment, Michel Agier, ayant travaillé sur la question des réfugiés, des migrations, qui a travaillé en particulier sur l'organisation du monde avec un nouveau modèle d'habitat qu'il appelle le camp et le campement. Le livre de Michel Agier qui s'appelle Un monde de camp fait une proposition tout à fait radicale, dit une des caractéristiques de la contemporanéité, c'est que le camp et le campement sont devenus des figures organisationnelles du monde contemporain. Et Michel Agier, c'est aussi un grand théoricien de la frontière.
à partir des cas africains et latino-américains qu'il a travaillé, qui sont des cas d'urbanisation de quartiers informels. C'est un grand théoricien de la frontière. Et en gros, il dit, je la fais courte, pardon, il dit, la frontière, ce n'est pas un mur, ce n'est pas un fermé. Parce que ça, c'est tuer l'entité si on la ferme. C'est ce que ne comprennent pas les apologues de la frontière. Fermer un mur, c'est tuer l'entité qu'elle renferme, que le mur renferme, en vérité. C'est produire de l'involution, le contraire de l'évolution. C'est produire de l'arrêt là où le vivant se nourrit en permanence de dynamique et d'échange. Mais il dit, la frontière, ça n'est pas non plus un ouvert. Ça n'est pas non plus quelque chose qui serait complètement inexistant, parce que complètement ouvrir, c'est aussi tuer ce que l'on ouvre. Ah, donc la frontière, c'est une frange, c'est un seuil, c'est un parcourable, c'est un espace de changement entre deux, et d'échange donc entre deux entités. C'est donc quelque chose qui est épais, parcourable, qui est transactionnel. La frontière, c'est peut-être notre objet transactionnel majeur dans l'histoire des cultures humaines. Et c'est toujours intéressant de considérer comment un groupe humain conçoit sa frontière. Selon la manière dont on le conçoit, on peut peut-être comprendre des logiques sociales et culturelles profondes. Après tout, le renouveau des autocraties, des populismes autoritaires, un peu partout dans le monde, sont, et faut-il s'en étonner, toujours fondés sur une conception très rigide de la frontière, en tout cas de la frontière pour les personnes, jamais pour les marchandises et pour les biens, mais en tout cas de la frontière pour les personnes. Ça dit quelque chose de la vision de l'intégrité de l'entité sociale qu'on entend protéger par la frontière. Donc je trouve qu'il y a là, à partir du hyperobjet, vraiment des réflexions intéressantes à mener. Oui, pour dire deux choses un peu légères sur l'écume. Je me souviens à un moment donné, vous avez je ne sais plus si c'est un livre ou un article de Yves Citon et de Quesada sur l'inséparation et sur Morton. Et je crois, j'espère en tout cas, qu'à l'intérieur, pour donner une image de la viscosité, et tout de même pour voir, parce que tu as dit l'écume, après tout, c'est aussi ça. Et non, pas tout à fait. Et là, on voit très bien quand même là où c'est possible de se maintenir et là où c'est pas possible de se maintenir. Et l'exemple qui est donné chez Citon et Quesada, c'est le pot de miel. Imaginons que là, tous on est dans du miel. Tout le monde est dans du miel. Voilà. Alors, ils utilisent bien évidemment, ils utilisent cette notion pour bien montrer que le miel, comme dirait Ancionas dans le principe responsabilité qui était cité en début de séance, nous allons vers le mal parce que nous nous voulons trop de bien. On veut tous être dans le miel. Enfin, je pense. Sauf que si on est, de fait, on a compris qu'à partir du moment où on est dans le miel, intégralement dans le miel, ça devient compliqué quand même. Ça devient compliqué d'être ailleurs que là. Et bien évidemment, on rentre... Sauf que nous, humains, on doit être ailleurs que là pour être. Et donc, c'est la question, bien évidemment, des frontières, du déplacement. Et donc, c'est ça qui est atteint, si vous voulez. C'est ça qui est atteint. Et c'est ça aussi, cet hyper-objet. C'est-à-dire le sentiment d'être dans tout. Voilà. Et en fait, de ne plus rien pouvoir. Donc, c'est un accès au tout qui dessaisit toute l'énergeia, toute la puissance de l'homme. Ça aussi, c'est intéressant parce que nous voulons tous tout. Et je crois que derrière cette notion d'hyper-objet, c'est aussi ça. C'est-à-dire comme s'il y avait un objet qui pouvait nous satisfaire d'une certaine manière. La vérité, c'est que non. Et que précisément, quand nous pensons bêtement ça, nous produisons du réchauffement climatique. Et nous produisons l'hyper-objet, qui est un objet qui met en faillite l'homme. Et qui, enfin, en tout cas, parce que régulièrement, dans les pages de Morton, vous avez ça. Vous avez à un moment donné, effectivement, un hyper-objet, encore une fois, je le redis, qui ne produit plus de capacité immunitaire pour l'homme.
Nécessairement pas. Et sachant que, encore une fois, dans cette bagarre, l'objet, vu qu'il est non-vivant, il gagnera toujours, si j'ose dire. Lui se stabilise. Lui n'a pas besoin, si vous voulez, de médiation pour tenir. Il a éventuellement une obsolescence, mais en gros, il peut être. À l'instant T, on pose un endroit, ça aide, puis ça se dégrade, mais quand même, à l'instant T, ça tient pendant quelque temps. Un homme, non. Ça ne tient que par, précisément, le tissage comme ça, d'une immunité relationnelle. Voilà. Donc c'est ça qui est mis en défaut. C'est pour ça que c'est un concept intéressant, même si il y a plein d'endroits, vous verrez, dans le livre, où vous naviguez un peu on va dire des paradoxes, pour le dire gentiment, voire même des contradictions. Donc c'est pas simple d'attraper ça. Pardon, on discute, mais vous voyez, on discute depuis une demi-heure d'un concept raté, Finalement, en matière conceptuelle, c'est un peu comme en cinéma ou en littérature. Parfois, ce sont les livres ratés qui sont les plus formidables. Donc, parce que parfois, un concept réussi, simplement, c'est chiant, quoi. Donc, c'est tellement bouclé qu'on n'a plus rien à en dire. Tu as dit quelque chose de très juste et très fort, c'est-à-dire être ailleurs qu'ici. Voilà. Je pense que la redécouverte de cette nécessité, c'est ce que je pourrais appeler le caractère enthousiasmant et en même temps le fardeau de l'Anthropocène. C'est-à-dire nous redécouvrons le fait que nous devons être parfaitement ici et en même temps être ailleurs qu'ici. Et c'est important de le dire parce que ça veut signifier aussi quelque chose. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me méfie du mot capitalocène, qui a tendance à considérer que les responsabilités doivent être dévolues à d'autres que celui qui parle. Si être humain sur la Terre, c'est toujours être ailleurs qu'ici, tout en étant parfaitement ici, ça veut dire que parce que je fais partie d'un système relationnel qu'on ne peut pas interrompre, je suis pleinement responsable de ce qui advient ailleurs qu'ici. C'est politique, ça veut dire que nous ne pouvons plus, nous émanciper facilement. Nous ne pouvons plus dire, ou plus exactement, nous alléger de la responsabilité que nous avons tous au traitement des problèmes posés par le changement global et environnemental. Simplement au motif que nous sommes toujours ici et ailleurs qu'ici. Et ça vaut ici, ça vaut pour l'ici, mais ça vaut aussi pour le maintenant. Il faut être ailleurs que le maintenant. C'est important de le rappeler à une époque où on a promu le présentisme de l'actualité. Il faut être ailleurs que le maintenant. Et je répète souvent que la grande nouveauté de l'Anthropocène, c'est que nous avons une concordance, une conjonction, un télescopage des temps que nous n'avons jamais connu dans l'histoire des cultures humaines. Puisque au moment où nous parlons de l'Anthropocène, nous prenons conscience que nous sommes en même temps, pardon de le dire comme ça, à la fois dans le fil du temps très long de la géologie et de la biologie. Ben oui, parce qu'autrement, on ne parlerait pas d'Anthropocène comme sortie de l'Holocène. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire qu'au présent, nous pouvons penser à notre propre rôle dans la sortie d'une époque géologique. Donc nous sommes confrontés à des temporalités qui sont des temporalités de millions d'années, de dizaines de millions d'années pour certaines. Donc nous prenons conscience que nous vivons dans le temps du système biophysique. Nous prenons conscience que nous vivons dans le temps de l'histoire, plus courte mais déjà assez longue, de l'humanité. Lisez le livre de James C. Scott là, qui vient de paraître sur la relation entre la structuration des États et l'invention de la céréaliculture. Nous allons organiser dans 18 mois à Lyon, au Musée des Confluences, une exposition néolithique versus anthropocène, pour relier nos préoccupations contemporaines à l'expérience du néolithique. C'est-à-dire nous vivons aussi maintenant ce temps-là. Mais je vis également au présent, en permanence, mon temps biographique, générationnel et intergénérationnel. C'est-à-dire je suis dans mon histoire biographique. Mais Ancionas nous l'a expliqué, j'agis aussi au présent maintenant en étant impérativement responsable du futur. Et un futur qui n'est pas un futur téléologique, qui n'est pas le futur radieux des parousies ou des fins dernières, qui est le futur inquiété et inquiétant
de l'inhabitabilité pour les venants à naître qui auront peut-être à connaître des conditions d'inhabitabilité liées à ma propre expérience. Donc nous avons aussi une conjonction de temporalité qui est redoutablement complexe. Étonnons-nous qu'il soit difficile de faire de la politique à partir de ça. Mais nous ne savons à proprement pas comment faire. C'est la raison pour laquelle il faudrait arrêter de mettre la poussière sous le tapis. Et il faudrait plutôt aborder courageusement autour de cas concrets ces questions, ce que la plupart des instances politiques stato-nationales, les États nationaux, ne font pas d'ailleurs. Donc voilà, je voulais juste rajouter sur le ailleurs qu'ici et ailleurs que maintenant, ou en deçà et au-delà du maintenant, c'est une position éthique et politique fondamentale de l'Anthropocène.